L'amygdalectomie, ou plus simplement, l'opération des amygdales. C'est un mot qui fait souvent un peu peur, surtout aux parents. Il soulève tout un tas de questions, beaucoup d'incertitudes. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir pourquoi on en arrive là et surtout comment ça se passe, vraiment, étape par étape. Et la grande question, la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr, quand est-ce que c'est vraiment nécessaire? À quel moment on se dit, bon, là il faut y aller? Pour y répondre, on va tout passer en revue, les raisons de l'opération, son déroulement, et puis ce qui est super important, ce à quoi il faut s'attendre juste après. Alors, pour bien comprendre, commençons par le commencement. Les amygdales, qu'est-ce que c'est au juste? Ce sont ces deux petites masses qu'on a tout au fond de la gorge. Il faut vraiment les voir comme des gardiennes, un peu les sentinelles à l'entrée de notre corps, là pour intercepter tous les microbes qui essayent de passer. Et ce qui est super important de comprendre, c'est où elles sont placées. En fait, elles sont dans une zone qu'on appelle très vascularisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de vaisseaux sanguins tout autour. Et ça, pour le chirurgien, ça change tout. Ça veut dire que sa priorité numéro 1, du début à la fin de l'opération, c'est la gestion du saignement. C'est vraiment l'aspect le plus critique. Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. Pourquoi est-ce qu'on opère? Et là, il faut être clair, cette décision n'est jamais prise à la légère. Elle repose sur des critères hyper précis qui se regroupent en fait en deux grands scénarios possibles. Alors le premier scénario, et c'est d'ailleurs le plus fréquent aujourd'hui, c'est l'obstruction. C'est tout simple. Les amygdales sont devenues tellement grosses qu'elles bloquent le passage de l'air. Résultat, des ronflements très importants et parfois même des pauses respiratoires pendant la nuit, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. L'autre grande raison, ce sont les infections à répétition. Et attention, là on ne parle pas du petit mal de gorge de l'hiver, non, on parle d'un véritable cycle infernal d'angines bactériennes qui épuise complètement l'enfant et toute la famille avec, et qui a un impact énorme sur la qualité de vie. Ok, donc imaginons que la décision soit prise. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On entre dans une phase de préparation, et elle est vraiment très minutieuse. L'objectif est simple, mais primordial, que tout se passe dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Et dans cette préparation, il y a une étape absolument incontournable, le fameux rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est un moment clé, c'est là qu'on va tout passer au crible. On évalue les risques de saignement, on évalue les risques respiratoires, et surtout, on ne s'arrête pas là. On anticipe déjà l'après en planifiant de A à Z la gestion de la douleur après l'opération. Et ça, il faut vraiment le retenir. C'est la règle d'or. Elle est non négociable. On n'opère jamais un enfant malade. Jamais. Une petite fièvre, une laryngite, peu importe, même si ça a l'air de rien, ça augmente les risques. La sécurité passe avant tout, donc si c'est le cas, c'est simple. On reporte. C'est systématique. Allez, on y est. Le jour J. Concrètement, comment ça se passe? On va un peu démystifier tout ça, parce que c'est une opération qui, en général, est plutôt rapide. Souvent, elle dure moins d'1 heure. C'est un peu comme un ballet en 3 actes. Premier acte, bien sûr, l'anesthésie générale, l'enfant s'endort tranquillement. Deuxième acte, le chirurgien retire les amygdales, avec beaucoup de précision. Et enfin, troisième acte, qui est absolument crucial et hyper méticuleux, le contrôle. On vérifie et on revérifie qu'il n'y a plus le moindre saignement avant de procéder au réveil. D'ailleurs, il y a une image qui est parfaite pour comprendre la précision de ce geste. C'est comme si on retirait un fruit de sa coque. Voilà. Tout le défi pour le chirurgien, c'est de suivre pile poil le contour de l'amygdale pour la décoller proprement, sans abîmer le muscle qui se trouve juste derrière. C'est un vrai travail de précision, un travail d'orfèvre. Et voilà, l'opération est terminée. Mais attention, le parcours n'est pas fini, loin de là. Une autre phase tout aussi importante commence. La convalescence. Et on va pas se mentir, c'est souvent cette période-là qui inquiète le plus les familles. En fait, la guérison suit un chemin assez prévisible. On peut le découper. Les 3 premiers jours, c'est simple, c'est là que la douleur est la plus forte. Ensuite, il y a une phase un peu délicate, disons entre le 6e et le 15e jour. C'est le moment où les croûtes qui se sont formées, ce qu'on appelle les escarres, tombent. C'est une période à surveiller. Et puis, après 2 semaines, en général, on peut dire que le plus dur est derrière nous. Bon, parlons de la douleur. Et là, il faut être très clair. La douleur après cette opération est intense, vraiment. Ce n'est pas le petit mal de gorge d'une angine, ça n'a rien à voir. Les spécialistes la classent comme une douleur forte et elle dure en moyenne une bonne semaine. Donc, la gestion de cette douleur, c'est la priorité numéro 1, absolue. Pendant cette période, le mot d'ordre, c'est la vigilance. Il faut être très attentif. Le moindre petit saignement, même un crachat juste un peu rosé, une fièvre qui ne baisse pas, des difficultés à boire ou pire, à respirer. Tous ces signes, ce sont des alertes. Il ne faut jamais les prendre à la légère. On consulte tout de suite, sans attendre. Parce que, évidemment, la complication qu'on redoute le plus, c'est l'hémorragie. Allez, pour conclure, prenons une seconde pour prendre un peu de hauteur et avoir une vue d'ensemble sur cette intervention. Un chiffre, pour commencer, 35 000.
C'est à peu près le nombre d'amygdalectomies réalisées chaque année en France. Qu'est-ce que ça nous dit, ce chiffre? Ça montre que oui, c'est une intervention exigeante, mais c'est aussi une procédure qui est très bien maîtrisée et qui, surtout quand elle est justifiée, apporte un bénéfice immense. Alors au final, la question c'est, est-ce que c'est une opération efficace? La réponse est un grand oui. Quand l'indication médicale est bien posée, que ce soit pour un problème de respiration ou d'infection à répétition, le bénéfice est réel. Ça peut littéralement changer la vie d'un enfant et de sa famille. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une opération anodine? Et là, la réponse est non, absolument pas. Ça n'est jamais anodin. C'est une vraie intervention chirurgicale. Ça demande une vraie réflexion en amont, une préparation hyper rigoureuse et un suivi très attentif après. Et c'est précisément tout ce sérieux, toute cette préparation qui est la clé pour que tout se passe bien et que le résultat soit optimal.